Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Bresson. Bonjour Pascal, Bonjour Monique. qui, avec Stéphane Lemardelet, nous a vraiment ravis avec une BD Les Inséparables sur le destin tragique et méconnu de la famille de Simone Veil. Alors, bien sûr, on fait appel à la mémoire de Simone Veil, mais il y a également ses sœurs. Il y a Milou, il y avait Milou, il y a Denise, il y a Jean, il y a les parents. Alors, vous excuserez Stéphane Le Mardelet qui vit au Canada et qui, pour des horaires décalés, ne pourra pas être des nôtres, mais nous avons une pensée très forte pour Stéphane. Alors, ma première question, Pascal, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce texte qui est magnifique, appuyé par les dessins, bien sûr, de Stéphane? Alors en fait, c'est suite au livre que j'avais réalisé, le tout premier biopic sur Simone Veil, de son vivant, qui s'appelait Simone Veil immortelle. J'avais eu la chance de rencontrer Simone Veil à plusieurs reprises. Et quand cet album est sorti, évidemment a marché, c'était le seul hein, et très complet. Et en 2018, lors d'une conférence, je rencontre l'historienne Dominique Missika. Et Dominique venait de sortir un livre qui s'appelait Simone Veil et ses sœurs. Et j'ai lu son livre d'une traite, c'était tellement intéressant. Je pensais réellement avoir tout compris ou tout su sur cette grande dame. Et là, je découvre une autre grande dame, Denise Vernet. Et je revois aussi une autre histoire, l'histoire des trois sœurs Jacob. Évidemment, vous connaissez un peu leur histoire, mais pas aussi profond. Et là, je me dis, mais bon sang, il y a une autre dame aussi importante que Simone, Denise, sa sœur. Et je suis rentré en contact avec Dominique, son éditeur. Et en fait, on a décidé d'adapter son livre. C'est un complément à Simone Veil immortelle. Donc, on peut dire qu'on peut prendre les deux albums. Les deux albums sont complets. Puis pour moi, il me paraissait important de mettre en avant le destin à la fois exceptionnel et puis tragique de ces trois sœurs Jacob, avec trois destins totalement différents. Alors, en fait, tout démarre avec le traditionnel dimanche de réunion entre les deux sœurs, entre Simone et Denise, puisque bien sûr c'est un récapitulatif et Milou nous avait déjà quittés lors d'un tragique accident de voiture. Et en fait, elle remonte le temps. Elle remonte le temps en démarrant en 39, la France, la France qui entre en guerre, le destin tragique déjà sur le plan financier de cette famille qui se retrouve sans revenus. Nice, on est à Nice, mais Nice est occupée également. Alors, si tu permets, Pascal, je vais peut-être faire passer partager quelques photos du livre. Très bien. Alors, c'est un petit peu lent, mais je pense que ça va venir. Est-ce que vous les avez? Alors moi, je ne vois rien Tu vois rien. du Thierry, tout. qu'est-ce que je fais? Il faut partager l'écran. Ben oui, ben j'ai partagé l'écran. Pas Est-ce que encore. tu as mis déjà la photo sur l'écran, Monique, avant de partager Oui, l'écran? le Est-ce que tu l'as voilà, mis elle la est photo là. en grand? Elle est là. Eh Il ben, faut, tu, pas- tu- il faut partager l'écran et marquer OK en bas. Partager. Ben oui, c'est ce que je fais. Tu vois, j'avais déjà ouvert la photo, qui bien sûr s'est refermée. Voilà. OK? Est-ce que vous avez quelque chose? Non, regarde, moi je partage et j'annule le partage. Non, OK? Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? du tout. Du Non, tout. on a vu ton écran un moment et puis après, plus rien. Ah, Mais il qu'est-ce y a que je une dois seule faire alors? personne qui fait le partage d'écran. C'est la personne qui a les documents à montrer. Ben oui, mais justement, alors tu vois, par exemple, si je vais là, euh, OK, voilà. Et à chaque fois, ça me fait le même problème. Tu as beaucoup de choses ouvertes sur ton ordinateur, de Non, non, fichiers en mail. j'ai fermé,
J'ai fermé, je ferme en plus là. En principe, tout est fermé. Alors, c'est en train de charger. Est-ce que vous voyez quelque chose? Du Non, tout. il n'y a pas le partage d'écran pour le Non, partager. pour l'instant, il n'y a rien. Ah, ça y est. Ça y est, ça Ah, arrive. ça Là, y ça est, va arriver, ça ça y va est. arriver. Ah voilà, Voilà, c'est parfait. bon. Voilà. Alors, je vais essayer aussi de vous faire partager d'autres photos. Alors, voilà. Vous me dites si vous les apercevez Oui, bien. oui, oui. Donc là, vous voyez, la famille essaye de se réfugier. Tu peux commenter, hein, Pascal, chez la Alors, tante, voilà, tout à fait, chez la tante Westman. la sœur d'Yvonne, hein, une des sœurs d'Yvonne. Voilà, tout à fait. Donc là, toute la famille, en fin de compte, ah, bah là, forcément, Alors là, c'est la partie douloureuse, ok? oui. Alors ne m'en voulez pas, je vous les partagerai pas du tout dans l'ordre et pour cause. J'ai pas envie d'avoir un problème de rupture de partage. Alors Pascal, malheureusement, Simone est arrêtée, mais en amont, il y a déjà l'histoire de son père. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai pas entendu, Monique. Si tu pouvais nous parler de l'arrestation de Simone. Ah oui, Simone. Eh bien, écoute, en fait, faut dire que alors, j'aime beaucoup le personnage de Simone quand elle est adolescente au moment de son arrestation, parce que c'est une. J'avais demandé, je pensais que enfin, c'était une jeune fille comme tout le monde en fait. C'était une jeune fille insouciante qui aimait aussi la vie, qui était très intéressée par la littérature. Et en fait, le jour où elle passe son bac, parce que il y a des échos comme quoi il va y avoir un futur débarquement, le bac a été avancé, les épreuves du bac. Elle le passe sous son vrai nom, puisqu'elle avait eu un nom d'emprunt. Et toute contente parce qu'elle est persuadée de l'avoir réussi. Elle demande à ses parents de sortir le soir avec ses amis pour pouvoir le fêter. Alors effectivement, André et Yvonne ne sont pas d'accord parce qu'il faut savoir que Nice est rempli de gestapistes, de contrôles, de patrouilles. Et puis, ben, ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire qu'en sortant, pas très loin de chez eux, ils se font arrêter. Et là, Simone sort sa carte d'identité qui avait été refaite avec un nom bien français, Jacquier. Et là, le gestapiste lui dit non, c'est toi, c'est Jacob, c'est pas français. Parce qu'en fait, ce qu'elle ne savait pas, Simone, c'est que quelques semaines avant, l'imprimeur qui avait imprimé toutes ces cartes, ces fausses cartes, avait été arrêté. Et donc, elle est emmenée directement avec son petit copain Pierre à l'Essexor, qui était un hôtel qui existe toujours à Nice, qui était le QG de la police nazie. Et là, eh ben, ils vont la garder. Et ils vont relâcher son copain Pierre. La première chose qu'il va faire, évidemment, c'est d'aller prévenir les parents de Simone comme quoi elle a été arrêtée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière, une patrouille de gestapistes est derrière, et c'est comme ça qu'ils trouvent l'appartement de Simone. Voilà, et puis il part, évidemment, comme beaucoup de cas, malheureusement. Et alors là, c'est la descente aux enfers. Là, c'est la descente aux enfers, tout à fait. Ça va même très vite, hein, parce que quand ils arrivent, il manque André et Jean, donc le père et le frère de Simone. Ils sont pas dans l'appartement. Ils étaient en train de faire des courses. Donc tout le monde est arrêté, hein. Donc il faut aussi préciser que Denise était déjà partie dès 42 de Nice. Elle était partie à Lyon rejoindre la Résistance. Donc il restait plus que Madeleine et Yvonne, hein. Et Yvonne, Madeleine et Simone se retrouvent toutes les trois euh, à l'hôtel Les Sections. Donc elles vont y rester peut-être 3 jours de mémoire. Bon, elles seront bien traitées, mais aussitôt envoyées à Drancy. Et c'est au moment d'arriver à Drancy que là, entre-temps, le père et le frère ont été eux-mêmes aussi arrêtés. Donc tout le monde se retrouve en fait à Drancy, malheureusement. Et alors, dans les camps de la mort, il y a tout un chapitre qui est vraiment avec des dessins bouleversants. C'est l'état de la mère, parce que Simone et sa sœur tiennent à bout de bras leur mère. Dès qu'elles ont une pomme de terre, elles essayent de la remettre à la maman pour essayer de la soutenir, lui donner des forces. Et il y a des images particulièrement poignantes que je voudrais vous faire partager. Alors, elles ne seront pas dans l'ordre, ne vous inquiétez pas.
Bon, déjà, Simone dit que l'humiliation la plus importante qu'elle eût vécue, ça a été, bien sûr, le numérotage. Alors en fait, pour revenir à la santé d'Yvonne, il faut savoir qu'avant son arrestation, elle venait de subir une opération de la vésicule biliaire. Tout à fait. Très fragile, très, encore malade. Elle n'a pas eu le temps vraiment de se remettre sur pied. Et forcément, dans les conditions qu'on connaît, ben, Simone, malgré son jeune âge, a dû se battre contre certains déportés pour pouvoir, elle aussi, apporter ne serait-ce qu'un quignon de pain, un morceau de pomme ou autre à sa mère pour qu'elle puisse manger pour se rétablir. Donc ça a été un combat aussi pour elle. Et après, évidemment, quand il y a eu la marche de la mort, forcément, là, ça a été... et pourtant, la maman a tenu quand même le choc, hein, pour le coup, grâce à ses deux filles, Madeleine et Simone, qui l'ont tenu vraiment à bout de bras. Et en plus, c'est un passage qui est terrible, parce que quand on sait comment ça s'est déroulé, tout en sachant que dans son témoignage, Simone dira toujours, je tenais ma maman, j'avais 16 ans, je savais que si je glissais, on m'aurait tiré une balle dans la tête. Je sentais des gens qui s'accrochaient à moi, des gens qui me suppliaient de les aider et je ne pouvais pas. J'étais obligé de justement les repousser parce que si je les repoussais pas, c'était ma sœur et moi et ma mère qui tombions. Et en fait, elle savait que ces gens qui tombaient étaient exécutés, assassinés. Et ça a été quelque chose de marquant pour elle. Et c'est un passage qui est très fort aussi. Euh, qu'on connaît moins, malheureusement, qu'on connaît moins, même dans les collèges et lycées. C'est un passage, la marche de la mort, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été occulté, mais dont on parle vraiment très peu, en fait. Et là, justement, vous avez la fameuse page où vous voyez Oui, la maman, donc Yvonne, portée à bout de bras et en disant à ses filles, je n'en peux plus. c'est ça. Mais Tout à quelque fait. part, Simone a été sauvée grâce à une capot, en fait. Alors, ça, c'est que c'est. Des fois, la vie, c'est quand Hein? même bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre parce que, en fait, si on reprend la vie de Simone, on s'aperçoit quand même d'une chose, c'est que toute sa vie, entre guillemets, elle a été, son destin, on a l'impression qu'il a été choisi, qu'elle a été choisie quelque part. Parce que bah, imaginez-vous, hein, parce que là, c'est Stena. Alors là, sur l'image qu'on voit, c'est Stena, une capot polonaise, ancienne prostituée, ancienne déportée elle-même, mais qui a tué des enfants, qui a tué des nouveau-nés, des personnes âgées, enfin, elle a tout tué. Donc, elle a aucun état d'âme, aucun. Mais si on revient en arrière, quand Simone débarque sur le quai d'Auschwitz, déjà, elle a un âge où elle doit aller directement à la chambre à gaz. Là, les nazis avaient mis des déportés bien habillés, bien rasés, pour rassurer les nouveaux arrivants, pour pas qu'ils paniquent. Et là, un déporté bien habillé, enfin un déporté qui l'accueille, lui dit, tu as quel âge? Et Simone lui dit, bah, j'ai 15 ans. Dis que tu as 18 ans. Et là, déjà, on s'aperçoit que quelque part, sa vie est sauvée, entre guillemets, évidemment. Ensuite, comment? Après, donc, et puis ça lui permet surtout de ne pas être séparée de sa sœur et de sa maman. Ensuite, quand elle rentre dans le camp, bah, elle est avec Stena, cette fameuse capot, et cette capot l'appelle et lui dit, bah, tiens, viens ici, tu es trop belle pour mourir, je vais te protéger. Et en fin de compte, cette femme, effectivement, aura été toujours, bah, aura, entre guillemets, je dis pas une bienveillance, mais l'aura protégée. Et je pense que si cette femme-là ne l'avait pas protégée, peut-être que Simone n'aurait pas été ce qu'elle est devenue. Parce que très honnêtement, encore une fois, il faisait pas dans le sentiment, forcément. Et là, on est à, et Alors là, là, on est, et là, on est à Bergen-Belsen, hein, tout à fait. Pascal, tu permets, Simone Gozlan, soyez gentil de fermer votre micro, s'il vous plaît. Simone Gozlan, voilà, merci. Alors là, Pascal, tu vas nous commenter cette page. Alors là, on est à Bergen-Belsen. C'est terrible aussi, je trouve. C'est que, enfin, à chaque fois, moi, je me dis, c'est fou. C'est vraiment les montagnes russes, c'est un ascenseur émotionnel. C'est que, après avoir tout traversé, quelques mois à Auschwitz, un passage vite fait adorable, il n'y avait plus de place pour les prendre, la marche de la mort. Là, les deux sœurs et la maman arrivent à, comment dirais-je, à Bergen-Belsen. Ben, il y a le typhus. Là, c'est le typhus, il est partout. Il y a très peu de soldats, mais beaucoup de cadavres. Là, pour le coup, ce qui est terrible, c'est que la maman, qui était très fusionnelle avec Simone, elles étaient vraiment fusionnelles. Alors, c'est assez marrant parce que Denise Vernet, qu'on voit pas encore, hein, puisque là, on voit Madeleine et Simone, Madeleine était très proche de son papa. Là, on est à Bergen-Belsen et la maman est en train de décéder. Et en fait, elle va décéder à quelques jours de la libération du camp par les Anglais.
Mais ce qui est le plus terrible, c'est qu'en fin de compte, alors pas sur cette page-ci, hein. Ah oui, ça c'est Marceline, pardon. C'est Je vais revenir après. Marceline. Oui, oui, je l'avais. Enfin, et en fait, ce qui se passe, c'est que donc la maman de Simone mourra dans la boue, près d'un baraquement, alors que Simone est dans les cuisines. Elle la verra pas mourir. Et ça, c'est terrible. Et là, en fait, pour rejoindre cette image, effectivement, c'est Marceline, Marceline Loridan, qui était un sacré personnage. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois. Et en fait, c'est l'ami des camps, c'est l'ami de toute une vie. C'est l'ami qui l'a accompagné dans son insouciance au même âge à Auschwitz. Et puis c'est l'ami qui était là le 28 novembre 1974 à la sortie de l'Assemblée quand la loi pour l'IVG a été votée. Et c'est l'ami qui a toujours été là jusqu'à la fin, puisque Marceline était là aussi quand notre pauvre Simone est décédée. Et donc, Marceline, c'est l'amie de la vie, en fait, de Simone. Elles ont partagé le même enfer, elles parlaient le même langage. D'ailleurs, il n'y avait que trois femmes, deux femmes, pardon, qu'elle pouvait accepter dans sa chambre, parce que sa chambre, c'était sa bulle, encore une fois. Sa chambre, c'était ses souvenirs, c'était son passé, puisque Simone était, comme beaucoup, et ça se comprend, elle avait un traumatisme, hein, et bah, c'était Madeleine et Marceline. Et là, ben, entre, entre la marche de la mort, Marceline ne l'avait pas faite, et là, à Bergen-Belsen, elle retrouve son amie Marceline. Donc elle retrouve de nouveau son amie, mais son insouciance. Et ce qui est assez marrant, enfin marrant, je m'entends, c'est que quand à Drancy, Simone, sa sœur et sa maman partent dans le wagon dans le convoi 71, et ben dans ce convoi, il y a Marceline. Et elles se connaissent pas encore. Et dans ce même convoi aussi, il y a les enfants d'Isieux. Enfin, c'est vraiment un convoi assez épique pour le coup. Mais les deux amis qui resteront amis jusqu'à la vie sont dans ce wagon, elles ne se connaissent pas. Et elles ne savent pas encore que leur vie, leur destin sera lié. Alors, Pascal, je voudrais que tu nous parles de Denise en résistante, car c'est vraiment quelque chose de très important et que beaucoup de gens ne connaissent pas, en fait. Moi, j'ai découvert Denise la résistante avec tous ses déboires et puis sa force de caractère face à De Gaulle et autres, mais je Voilà. voudrais que tu nous en parles. Ah, Denis, c'est un caractère comme tu l'as dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la famille Jacob, effectivement, il y a deux caractères. Il y a trois sœurs et un frère Jean. Jean était un peu effacé. Madeleine, c'était l'aînée, elle était aussi effacée. Mais alors, par contre, les deux caractères, c'était Denise et Simone. Dans la maison, dans le couple, dans la famille, il faut savoir que bah, le père André, c'est un ancien poilu. Il était plus de droite et la maman était plus de gauche. Denise était vraiment du côté de son père. D'ailleurs, quand ils étaient à table, il faut s'imaginer que Denise était à côté de son père et Simone à côté de sa mère. Donc, d'un trait, on avait compris. C'est ça qui est assez formidable, d'ailleurs, je trouve ça assez marrant. D'ailleurs, ça pétait un peu dans la maison, c'était assez... visiblement, il y avait des échos. Mais très tôt, en fin de compte, Denise a pris conscience qu'elle avait ce côté patriotique transmis par le papa, parce que le papa était très patriotique. Et quand en 42, les soldats italiens, pardon, les alliés des Allemands gardaient la zone libre dans le bas de la France, elle savait que qu'ils allaient partir parce que Hitler avait demandé à ce qu'on rafle les Juifs, hein, et eux avaient refusé, s'étaient refusés, pardon. Et là, elles sont remplacées par des nazis. Et là, elle a juste le temps de se sauver. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir à Lyon. Mais il faut savoir qu'elle avait déjà réalisé des actes de résistance en, sur des murs avec des craies, en mettant la croix de Lorraine, la croix de résistance, en mettant des messages codés. Bref, elle a toujours été dans cet esprit de résistance. Et quand elle part à Lyon, eh ben, elle devient agent de liaison. C'est-à-dire qu'elle transmet des messages. Elle ira jusqu'à Annecy, jusqu'à Chambéry, et un jour, bah, elle se fait attraper, elle se fait contrôler et arrêter. Et alors là, ce qui est le plus terrible, c'est qu'elle est renvoyée à Lyon, notamment à la prison de Montluc, et torturée par Klaus Barbie. Et elle dira à sa sœur, puisque quand il y a eu la libération et que tout le monde se retrouve oui, au Lutétia, pardon, euh, les deux sœurs, Simone et Denise, n'auront pas ce même langage parce que Simone avait connu l'enfer avec Auschwitz, alors que Denise, elle, avait connu Ravensbrück et pour elle, ce camp-là n'était pas forcément très difficile ou très dur. Ce qui l'avait vraiment marqué, c'était la torture de la baignoire. Mais ce qu'il faut savoir, et ça maintenant on a des écrits, c'est que à Ravensbrück, qui était un camp de femmes, notamment résistantes, il y avait beaucoup de célèbres résistantes, euh, Denise a sauvé des bébés dans ce camp-là.
Elle a organisé des protections de bébés, elle a organisé des filières pour évacuer les enfants nés, parce que forcément, les enfants qui naissaient dans les camps étaient exterminés aussi. Enfin, elle a fait des choses exceptionnelles. Et c'est vrai que, pour être honnête, quand j'ai lu le livre de Dominique Missica, je connaissais pas trop son passé de Denise Vernet. Et là, j'ai été stupéfait en me disant, mais elle aussi avait sa place au Panthéon, quelque part. Donc, je me suis dit, il faut mettre cette femme ou ces deux femmes sur le même plan, quoi. 50-50, parce que les deux ont fait des choses extraordinaires. Et Denise a été une des premières, justement, à témoigner pour la déportation, à témoigner contre les crimes nazis. Donc, voilà, je trouve qu'effectivement, comme tu le disais si bien tout à l'heure, elle est méconnue. On commence un petit peu parce que sa famille est à Lyon, hein, elle a des enfants qui sont encore à Lyon, mais on devrait plus en parler. Donc cet album rend vraiment un bel hommage aussi bien à Simone qu'on connaît, à Denise qu'on connaît moins mais qu'on connaît maintenant un peu plus, et puis à Madeleine qui malheureusement n'a pas eu un destin très long puisqu'elle est décédée en 52 d'un accident de voiture. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qui a scindé aussi la famille. Alors, Pascal, est-ce que tu pourrais insister sur la rencontre de Denise avec le général de Gaulle et son coup de gueule? Ah ben c'est surtout que il fallait forcément il y avait des femmes résistantes, hein. Le souci c'est que il fallait aussi compter sur quelques femmes pour pouvoir mettre en avant la femme résistante et déportée. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est vrai, comme on le sait aussi, on le sait peu, et c'est pour ça que ce livre est intéressant, c'est que bah, quand les déportés sont arrivés en France, il y avait deux sortes de déportés, la déportation juive et la déportation résistante. Bah, la déportation juive, on les a cachés, parce que forcément, ça nous rappelait les heures noires, la collaboration, et puis il valait mieux se faire arrêter avec un fusil à la main que d'être juif et d'être envoyé dans les camps. Et elle voulait absolument pas être le porte-parole de la résistance. Et à un moment donné, quand elle a vu, quand on lui a demandé de représenter justement la femme résistante auprès du général de Gaulle, un peu la mascotte, hein, elle a pris. Au départ, ça a été très difficile parce qu'elle s'estimait justement pas être aussi à la hauteur. Il y avait d'autres femmes qui avaient souffert. Elle a vu quand même la souffrance, le désarroi et la misère. Et ben, elle a décidé justement de prendre son bâton de pèlerin et d'aller justement témoigner pour ces femmes, parce qu'elle voulait pas qu'on les oublie. Chaque nom était important, chaque nom qui avait été exécuté, assassiné, il fallait les rappeler. Donc ça, c'est vraiment formidable. Alors, les années avancent, bien sûr, il y a toujours. Elles en parlent quand même avec beaucoup de bienveillance, bien sûr, envers les autres, même celles avec qui elles ont eu quelques problèmes dans les camps, l'une et l'autre dans la résistance. Mais il y a toujours beaucoup de chagrin quand même qui est présent dans leurs échanges. Et arrive 1974, car Simone, c'est la grande femme, et pourtant Dieu seul sait si elle a eu des bâtons qui auraient pu l'empêcher à obtenir et à faire voter sa loi sur l'avortement. Tu peux nous en parler et pendant ce temps, je vais essayer de partager quelques planches de dessin. Et bien disons que vraiment, oui, on va dire que jusque dans 74, hein, celle qui est sur le devant de la scène, bah, c'est Denise Vernet. Parce que bah, elle est partout, on l'invite partout. Elle représente la femme résistante déportée. Encore une fois, c'est un genre de mascotte du général de Gaulle. Elle fait des meetings, elle rencontre beaucoup d'anciens. Donc on parle beaucoup d'elle, elle est beaucoup dans les journaux. Entre-temps, elle s'est mariée avec un grand résistant qui s'appelait Alain Vernet. Donc elle devient évidemment Denise Vernet. Donc elle est vraiment dans la presse. Et entre-temps, ben, Simone fait son petit bonhomme de chemin à la suite du décès de sa sœur en 52, avec son mari Antoine et ses deux premiers enfants. Ils reviennent en France puisqu'ils étaient à Stuttgart en Allemagne, puisque le papa avait, enfin Antoine, le mari, avait un poste à l'ambassade de France en Allemagne. Et quand elle revient en France, ben elle a envie qu'on s'occupe, de s'occuper d'elle. C'est-à-dire qu'elle se rappelait aussi que sa maman, Yvonne, lui disait, mais ma fille ait un bon métier, soit dépendante, ne dépend pas de quelqu'un, soit indépendante. Donc, pour le coup, elle s'est rappelé ces mots de sa maman. Et donc, elle va passer des concours de magistrate. Et elle va être reçue. D'ailleurs, ce sera la première femme magistrate. Mais là, encore une fois, elle va avoir des tonnes de problèmes parce que c'est un métier d'homme, c'est surtout pas un métier de femme. Mais la petite mère, elle ne va jamais se laisser faire. C'est ça qui est formidable. Et elle va prendre surtout en main les femmes en prison, les droits des femmes en prison et surtout s'en occuper parce que faut vous dire qu'à l'époque, les femmes en prison, c'était les hommes qui s'en occupaient, c'était les hommes qui leur faisaient prendre des douches, qui leur donnaient à manger.
voire très peu à manger. Bref, c'était des conditions incroyables. Donc on avance. Donc à un moment donné, c'est Georges Pompidou qui devient président. 74, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors, ce qui est intéressant de savoir, parce que ça, on le sait peu, c'est que au moment de la présidence de Pompidou, Pompidou veut aussi déjà passer une loi pour légaliser l'IVG. Le problème, c'est qu'il n'a pas de femme. Les hommes, aucun homme ne désire justement s'avancer dans ce combat. Quand passe Valéry Giscard d'Estaing, lui veut pas faire la même erreur que Pompidou, c'est-à-dire que il faut une femme. Et donc, il y avait deux femmes à l'époque, Françoise Giroud et puis Simone Veil. Il faut dire que Simone Veil était déjà connue, puisqu'on parlait d'elle maintenant dans la presse grâce à ses combats pour les femmes en prison. Et puis, c'était aussi le mari donc, de Antoine Veil, était aussi un proche de Jacques Chirac. Ce qui fait qu'on a soumis le nom. Et c'est Simone à qui on a demandé d'être ministre de la Santé pour défendre cette loi en 74 à l'Assemblée, qui va s'appeler la loi Veil. Donc, elle devient ministre de la Santé. Et là, ben, il y a un basculement entre les deux sœurs parce que c'est Simone qui finalement passe devant sa sœur Denise. C'est-à-dire que il y a pas, il y a un peu de concurrence quand même. Je pense aussi un peu de jalousie quelque part, pas malsaine, mais voilà, c'est quand même deux personnages, deux tempéraments, hein, les deux sœurs. Je peux vous dire que c'était deux femmes costauds. Et donc Simone passe devant. Et puis Denise est derrière. Et toute leur vie, en fait, jusqu'à la mort de Denise en 2013, les deux sœurs vont à même de défendre leur propre déportation, l'une la déportation juive pour Simone et l'autre la déportation résistante pour Denise. Et ça va être ça toute leur vie. Un exemple, si Denise faisait paraître dans un journal un petit article sur la déportation résistante, dès le lendemain, Simone appelait toutes les rédactions pour dire, moi, je veux passer un article sur la déportation juive. Et c'était comme ça toute leur vie. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'on peut retrouver des photos sur Internet de meetings, de colloques, sur la déportation évidemment, où les deux sœurs sont dos à dos. Elles sont côte à côte, mais dos à dos. Et je me suis dit dans le bouquin, parce que tu l'as précisé tout à l'heure, elles sont à la campagne, c'est un huis clos entre les deux sœurs qui parlent, qui échangent dans la maison de campagne qui existe vraiment, puisque c'était la maison secondaire d'Éveil. Les deux sœurs, en fait, elles avaient souvent tendance à se réunir le dimanche matin pour pouvoir justement parler que d'une chose, de la déportation. Et pourtant, je n'étais pas d'accord sur la déportation qu'elles avaient vécue, sans enfants, sans mari. Et là, je trouvais que c'était une belle approche. Et donc, pendant 4-5 heures, qu'est-ce qu'elles parlaient? Que de déportation. Et chacune se tirait la déportation. C'était assez marrant. Et puis, quand elle est décédée en 2013, et après, ça a été le mari de Simone qui est décédé, Antoine, c'est là où Simone a commencé vraiment à décliner. C'est là où elle a commencé vraiment à se rendre compte que, oui, la vie avait été super dure parce que c'était vraiment un ascenseur émotionnel dans sa vie, mais surtout que son mentor, Antoine, puisque Antoine, c'était son pilier, mais il n'y avait plus de socle, en fait. Et donc, ça a été très, très rapide. Oui, et d'ailleurs, je vais vous partager quelques images, quelques photos. La rencontre déjà avec Antoine, parce que Simone a rencontré Antoine au ski par des amis communs. Et puis, sur le tard, voilà, Simone et Antoine devant le mur des déportés. Ouais. Là, cette page est forte aussi parce que tous ces noms, tous ces noms, c'est dingue. Et c'est vrai que quand on y va, moi j'y vais assez souvent au Mémorial de la Shoah, euh, je regarde toujours les noms. Avant de rentrer dans le lieu, je me recueille parce que c'est important de se recueillir. Et puis je vois les noms des Jacob, puis d'autres noms que je connais évidemment. Et ça, c'est émouvant. Et ouais. Donc oui, c'est important. C'est important. Et franchement, moi, des fois, avec tout ce qui se passe, très honnêtement, je suis stupéfait. Là, on vient de perdre Robert Badinter. Moi, je suis stupéfait par cette inculture. Je suis stupéfait de me dire que on pouvait se dire qu'à une époque, au moment de la Grande Guerre, on ne savait pas. Là, on sait. Mais j'ai pas l'impression que ça a changé. Je suis. Alors, c'est terrible parce que je fais un constat aussi. Je suis dans le milieu de l'édition depuis 30 ans. Alors ça, on en parle peu, dans le sens où j'ai commencé à proposer des livres sur la Shoah en 95. On me rigolait au nez. On me disait, mais vous savez, oh là là, mais c'est un sujet qui est triste, on ne vendra jamais. Moi, j'aime mes pensées argent, c'est plus le devoir de mémoire et la transmission.
Et là maintenant, c'est quand je vois les sorties d'albums de BD, mais il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors j'en avais discuté avec Serge Klarsfeld qui disait effectivement, entre pub, tu la pub. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que, alors, moi, je n'ai pas subi, je veux dire par là, j'avais une grand-mère qui était résistante et puis j'avais un grand-père qui avait fait la libération de Paris dans la deuxième DB. Ma femme, son arrière-grand-mère a été déportée. Mais je me dis que quelque part, ce qui est affreux, c'est que ça devient comme une mode. Ça devient, c'est-à-dire, est-ce que le message passe bien? Est-ce que, parce que pour être clair, c'est que je vois des gens qui font de la BD, qui sortent des albums sur la Shoah, mais qui sont, pour le coup, excusez-moi, ça va peut-être vous interloquer, mais j'en connais qui sont antisémites. Donc je me dis, il est où le message là-dedans de... C'est des commandes. Moi, j'estime que quand on fait des livres aussi importants pour la mémoire, bah, faisons déjà un travail sur la personne qui fait ce travail, savoir s'il est sain, savoir si... parce que c'est pas possible. Enfin, je suis dans une période un peu... je suis outré. Voilà, donc ça, c'était un peu mon coup de gueule. Mais voilà, j'estime que c'est devenu j'ai pas trop les mots, comment expliquer. C'est devenu vraiment. Tout le monde fait son livre sur la Shoah, quoi, en fait. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Bien sûr qu'il en faut, mais il faut vérifier qui fait ces genres de livres. Ça, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une commande histoire de gagner un peu d'argent puis de passer à autre chose. Soit on fait un livre sur la Shoah ou sur ce qui s'est passé, mais on le fait sérieusement et puis surtout, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on porte le livre s- auprès des jeunes, on porte le livre devant tout ça. Moi, je vais devant les collèges, les lycées, au Parlement européen, je rencontre énormément de jeunes, je me prends des lettres de menaces, je me prends plein de choses mais j'y vais. Et d'autres, une fois qu'ils ont fait ça, mais ils vont refaire un autre livre sur les baraques à frites ou autre. Mais c'est ça le message qu'on veut donner? C'est ça l'investissement? C'est ça l'engagement? Non, moi je suis un peu outré enfin en ce moment. Alors, si tu permets, Pascal, je voudrais, pour terminer, annoncer que tu prépares deux ouvrages très importants sur lesquels on reviendra. Oui, Donc, déjà, La Maison de Lisieux, oui. avec les Clarfeld, Et et Simone Veil, avec l'éveil, et Robert Badinter. oui. Alors, pareil, Robert Badinter, ça faisait très longtemps. Puis pour moi, ben, c'est la personne après Simone de toute façon. Donc, il y a 5 mois, j'avais commencé le livre. Je savais que Robert Badinter était souffrant, mais comme pour Simone Veil, hein, on n'est pas prêt à accepter le décès des grands personnages. Pour moi, ces personnages sont immortels, ils sont tellement faits de choses. Ça résonne quand on entend le discours au Veldiv ou le discours au Mémorial. Enfin, c'est des discours moi, ouais, j'en suis à chaque fois ému. Bref. Et il me paraissait important d'aller dans la continuité de ces personnages. Euh, Isieux, c'est pareil, hein. C'était pour comprendre pourquoi cette colonie où il y a eu 44 enfants, 7 éducateurs, une colonie qui avait été déclarée juive pourtant, qui était qui était dans une montagne. Quand on y va, j'ai passé des jours et des jours dans la maison. Il faut s'imaginer cette colonie, on est en montagne, il y a des magnifiques paysages. On ne peut même pas imaginer qui est la guerre, qui est la violence, qui est la tristesse. Et pourtant, un 4 avril, ils sont arrivés avec 2 camions et puis ils ont arrêté des gamins de 4 à 17 ans. Donc je vous raconte tout ça en fait. Et avec une espèce de conclusion, puis une note positive parce que dans ces enfants qui ont été raflés, il y en avait un qui est resté qui s'appelle Serge Pintel. C'est le dernier. Et il est là encore en vie. Et en fait, c'est une note d'espoir. Voilà. Et aussi, la note d'espoir, c'est qu'il y a eu un adulte qui est resté de tout ça. C'était Léa Feldblum. Léa Feldblum, qui était une éducatrice, qui a été aussi arrêtée. Léa Feldblum, qui a été, on va dire, le cobaye de Mengele à Auschwitz. Et elle a pu s'en sortir. Elle a pu refaire une vie, avoir des enfants et vivre normalement. Mais surtout, surtout, témoigner au procès de Barbie. Et grâce à elle, on a pu avoir tous les détails. Et ça, pour moi, c'est hyper important de laisser justement ça dans les livres parce que la bande dessinée, c'est un, c'est un support, le premier support de communication pour toucher les jeunes. Et la bande dessinée, si un jeune peut être touché par la BD, c'est une façon de lui donner la première clé pour ouvrir la première serrure et avec cette clé, à lui d'ouvrir les autres serrures. Et un gamin de sauver, pour moi, c'est toujours un gamin qui fera quelque chose de bien demain. Moi, j'y crois à ça. Parce que c'est Alors, pas toujours Pascal, facile. Pascal, une de mes amies présentes sur le plateau via Zoom me pose la question suivante. Quel était le lien entre Simone et Badinter?
Alors, le lien entre Simone et Badinter, c'est que ben, le papa de Badinter a été aussi, lui, raflé à Sainte-Catherine, à Lyon. C'est pareil, hein. Et ce qui est terrible, c'est que bah, il y a aussi, quand Klaus Barbie a été extradé, il savait pas que c'était Klaus Barbie qui avait déporté son papa. C'est quand il a eu la liste justement des déportations, c'est-à-dire les enfants d'Idieu et la rue Sainte-Catherine, la première chose qu'il a dit, c'est mon père. Et donc là, à partir de là, de toute façon, il a pris son cheval de bataille. Mais son cheval de bataille, c'était aussi de témoigner, parce qu'il a vu tout ça, il a vu tous ces gens rafler. Ça, c'est quelque chose qui l'a toujours marqué, même dans son combat de politicien ou de son combat de juriste de garde des Sceaux. Mais c'est quelque chose qui lui a tenu à cœur et jusqu'à la fin. Et je pense que, comme pour Simone, là, le livre, bah, je ne pourrais pas le faire comme celui que j'ai fait avec Simone l'Immortel, mais je suis persuadé qu'au moment de partir, son papa est venu le chercher. Ça, c'est sûr. Son papa est venu le chercher. Il a toujours été en quête de son papa. Il avait une image, il a vu son papa, parce que son papa s'est fait arrêter par la Gestapo dans un immeuble où il y avait une association. Et lui, il allait rechercher son papa, justement. Puis il a vu tout ça. Il a aperçu son père, mais c'était furtif. Et en fait, il n'a jamais eu l'image du père. L'image du père, il l'a pas eu. Et il l'a eu qu'à partir de 20 ou 25 ans, quand il est rentré dans la magistrature, où son mentor, c'était un grand, bon sang, euh, c'était pas un juge, ah, je me souviens plus de la fonction qu'il avait. Bref, c'était son mentor et c'était devenu sa figure paternaliste. Et en fait, il a toujours été à la recherche du père. Il a toujours, un peu comme Serge Klarsfeld aussi, son papa, quand il a été raflé, il a toujours été aussi à la recherche de son père. Donc, il s'est rendu sur Auschwitz pour comprendre comment son père avait été exterminé et tout. Donc, il y a une recherche aussi. Puis, il y a aussi une façon de témoigner. Puis, clairement, il fallait aussi faire payer Barbie. Donc, voilà, c'est des destins qui me touchent, c'est des destins qui me parlent. Et puis encore une fois, je sais que la bande dessinée est lue par les enfants. Alors, après, moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, lire des gros bouquins, c'était pas forcément facile. Mais la BD maintenant a tellement évolué que c'est quand même plus simple d'avoir un sujet avec des cases et des bulles pour pouvoir après décliner sur des livres un peu plus sérieux. En tout cas, Pascal, on doit dire également bravo à Stéphane, Oui, l'illustrateur, tout à Stéphane fait. Mardelet. Les dessins sont vraiment Oui, éloquents. On a l'impression que les personnages vont sortir du texte. Le regard de Simone et de Denise, magnifiquement reproduit. tout Nous à fait. t'adressons un grand merci. Merci Monique. Merci à Nous tous et à tous en tout cas. On se on connaît se pas, dit mais à très très bientôt. Et merci à toutes beaucoup. et à tous, à la semaine prochaine. Merci Merci à vous. beaucoup.